c'était pour savoir, est-ce que vous pourriez nous en dire plus par rapport au prochain numéro, tout simplement, parce que je pense qu'il est très attendu, un peu comme le dernier, donc voilà, c'est tout. En fait, on est en train de le faire, d'y penser, et puis en plus le contexte est quand même particulier parce que vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a une épidémie, qu'en plus, autre épidémie de Prestalis, qui distribue les 3 quarts des journaux en France, est moribond, notamment lâché par certains de nos actionnaires, pour le coup, qui sont impliqués là-dedans, évidemment. Et donc, voilà, le contexte est vraiment très, très particulier, donc c'est pas évident pour nous de travailler dans ces conditions. Puis on a été pris, puis on a vraiment pris par le présent du fait de partir. Là, ça s'est fait le 27 février. Ces 10 jours, les 10 jours qui ont suivi ont été quand même très très intenses parce qu'il y a eu beaucoup de sollicitations, beaucoup de messages auxquels répondre, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident du tout de faire un numéro. Déjà que le numéro précédent n'était pas évident à faire. Donc matériellement, humainement, tout ça est très compliqué. Donc on est en train de le faire. Après, non, vous verrez bien en fait. Voilà. Il faut d'abord qu'on le fasse, ce qui est pas simple, et puis après. On en discutera volontiers, mais non, on va garder la surprise pour le 6 avril. 3 avril. Bientôt. Mais c'est marrant parce que j'avais cru comprendre que votre propriétaire garantissait une certaine forme d'indépendance, et là vous êtes en train de dire que clairement il a vendu votre indépendance. Donc, c'était pas, il y a une forme de contradiction, et je me demandais comment s'étaient passées les discussions avec lui un peu plus en détail. Il n'y en a pas, mais en fait, c'est quelqu'un en fait, qui, à la base, le cahier appartenait au Monde, et en 2008-2009, c'est Phaidon, donc un éditeur d'art, de livres d'art anglais, qui a racheté le cahier. Et son unique propriétaire est Charles Schangman, le propriétaire de Phaidon et des cahiers. Il a revendu Phaidon en 2008, il a gardé seulement les cahiers. Mais ce brave homme avait une qualité formidable, c'est qu'il a foutu une paix absolue pendant 10 ans, et il n'a jamais cherché à intervenir sur la ligne éditoriale, quoi que ce soit. Il ne parle pas français, il était loin. Ah ouais, mais ça compte, il était loin, et puis c'est pour ça que pendant 10 ans, 11 ans presque, on n'a eu aucune interférence, ou tentative d'interférence, ou tentative d'ingérence. À aucun moment, il nous a dit il faudrait que les cahiers parlent plutôt de ceci ou de cela. Comme ça se passe maintenant, où nos nouveaux amis ne disent pas directement, parce que c'est pas forcément le genre de la maison, mais disent par voie de presse qu'il faudrait que les cahiers ceci, il faudrait que les cahiers cela. Charles Schangman ne nous a jamais dit qu'il faudrait que les cahiers cela. En plus, encore une fois, voilà, il est anglais, il vit loin, on ne voyait pas, quoi, tout bêtement. Mais donc c'est pour ça aussi que notre indépendance, parce que c'est vrai qu'on peut nous dire, après tout, vous râlez parce que vous avez des millionnaires comme actionnaires, mais vous en aviez déjà un avant, qui n'est pas spécialement un bolchevique par ailleurs. Donc voilà. Mais le fait est qu'il n'avait pas, quand il est arrivé au cahier, il n'avait pas de projet de ce que devrait devenir la revue d'un point de vue critique. Il n'est pas arrivé en disant vous allez vous occuper de cinéma français, vous allez vous occuper de ceci, cela. Non, il n'avait absolument il portait aucun projet rédactionnel ou éditorial. À la différence fondamentale, majeure, et qui explique la raison pour laquelle on parle, de nos nouveaux actionnaires qui, eux, ont en tête quelque chose. En fait, il garantissait aucune indépendance, c'était juste qu'il s'en moquait, et vous étiez de fait indépendant. Ah, mais de fait, de toute façon, sinon, on se préparait, ça ne va pas durer longtemps. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2009, on se posait la question aussi, et on aurait très bien pu partir au bout de 15 jours, hein, mais le fait est qu'il n'est jamais intervenu de quelconque manière. Et donc en même temps, par défaut, on peut dire aussi qu'il nous a fait confiance et qu'on ne sait pas très bien ce qu'il comprenait de la revue, mais en tout cas, ça ne devait pas lui déplaire au point d'avoir envie de nous virer, puisqu'on est resté là pendant longtemps. Mais voilà, après, on peut en parler, mais c'est pas simple non plus à gérer. Yes, pendant ces 10 ans, il y a plein de lignes directrices qui ont été tracées. Moi, je me souviens, quand j'étais en cahier, il y avait 2 générations qui cohabitaient ensemble. Donc, il y a celle de Stéphane, tout ça, qui était là depuis longtemps. Il y a toute une nouvelle génération qui arrivait, donc Paola, Florence, Quentin, Hugues. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, ils font des films, en fait. Et je me demandais, il y avait un vrai attrait pour les cahiers du cinéma, c'est le fabricant de films, vraiment ce côté artisan. Je me souviens de plein de numéros sur les caméras, sur le son, l'anti-manuel du scénario, tout ça. Et il y avait ce vrai désir aussi de créer de l'enthousiasme par rapport à la fabrication des films, tout ça, et peut-être on pouvait réagir sur ça aussi, c'était une revue aussi pour les apprentis cinéastes, pour les cinéastes en herbe, et de se dire prenez la caméra, prenez le son, aujourd'hui on va vous montrer ce que c'est, comment on peut faire des films d'une manière différente. J'ai l'impression qu'il y avait ce mouvement aussi de donner une impulsion par rapport à ça, peut-être Florence, Hugues.
Quentin? Voilà. Je fais des films. La fabrication des films aussi, enfin, il y avait ce vrai côté. C'est dans l'histoire des cahiers, de toute façon, d'avoir des rédacteurs cinéastes ou des cinéastes en puissance. Donc je pense que là, il y a une forme de continuité. Et je sais pas, sinon, les cahiers, ce qui est bien, c'est que même s'ils ont un côté théorique, ils ont toujours aussi une attention aux gestes et à la façon de fabriquer les films. Notamment Laura par exemple avait fait plein d'articles sur les techniciens, je sais pas, tu pourras peut-être en parler, sur les dessous de la création des films. Et aussi les cahiers, c'est une revue qui accompagne les jeunes cinéastes français, et ailleurs, et souvent qui font des films avec des bouts de ficelle. Donc il y a ça auquel on peut s'identifier en tant que rédacteur et jeunes cinéastes. Je pense que ça reste important. Le fait de dire qu'on peut faire des films avec très peu de choses, juste avec de l'envie des gens, avec qui on sent qu'il y a un lien d'amitié. Oui, en tout cas, il y a toujours eu une défense du cinéma français et du cinéma français dans ce qu'il a de plus, dans tous ses élans vitaux et notamment du coup le jeune cinéma français. Et aujourd'hui, on a pu lire donc les cahiers vont se recentrer sur le cinéma français qui semblait tout d'un coup avoir été un petit peu oublié, alors que pas du tout. J'ai l'impression qu'en tout cas la revue a toujours été tournée vers les cinéphiles, les cinéastes, les jeunes qui font des études de cinéma, qui aimeraient réaliser des films. Ceux qui sont en train de faire leur premier film. Il y a toujours eu cette volonté de chercher un petit peu et de s'adresser aux jeunes gens qui voulaient tourner. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de numéros. Moi, au début, quand je suis arrivée au cahier, il y a eu rapidement un numéro La parole aux étudiants qui a été super important, où on a pu voir s'exprimer plein de voix différentes, avec des portraits, avec une diversité énorme, et chacun pouvait s'exprimer, et il y avait vraiment un lien qui se faisait entre la revue et les cinéphiles qui la lisaient, et qui potentiellement allaient devenir des cinéastes qu'on allait suivre. Et voilà, donc en tout cas j'ai l'impression que la revue c'est pas du tout coupé du cinéma français, c'est juste que peut-être que c'était pas du tout dans la même optique que ce qui semble devoir être défendu aujourd'hui, c'est-à-dire un cinéma français beaucoup plus installé, déjà très, très visible, ovationné, et ce qui n'était pas du tout, pour le coup, les cinéastes vers lesquels la revue, naturellement, avait envie d'aller, qui étaient plutôt des cinéastes de la marge. C'est toujours un peu peut-être réducteur de dire ça, mais et aussi en devenir. Des cinéastes excentriques, quoi, en fait, qui sont pas au centre, mais plutôt à côté, à la périphérie ou à la marge. Mais je crois en fait que par rapport à la question de faire des films et être critique, au fond, moi ce que j'ai toujours aimé au cahier, moi j'étais lecteur depuis très très longtemps, avant d'y aller, d'y écrire. Et ce que j'aimais, c'est que j'avais l'impression de voir les films, en fait. C'était pas juste une critique qu'on peut lire dans plein de... Par ailleurs, il y a des bons critiques ailleurs que seulement au cahier, évidemment, naturellement. Mais disons que je trouve qu'il y a une école critique, disons, qui vient d'ailleurs, qui est là depuis les débuts des cahiers, en fait, qui est l'idée de refaire le film avec la critique, quoi. À certains égards, même ceux qui n'ont jamais fait de film, évidemment, il y a toute la nouvelle vague, évidemment, à laquelle on peut penser, mais il y a aussi des gens comme Touchet, qui a juste fait un petit film, mais qui n'était pas, pour la pratique, qui n'était pas forcément la fabrication des films, hein, mais qui lui-même était cinéaste à certains égards, quoi. Donc, moi, c'est ce qui m'a toujours plu au cahier, en fait, c'est le fait que faire de la critique, c'est ouvrir le moteur du film, c'est décortiquer, c'est voir comment ça fonctionne, pourquoi cette scène nous émeut, c'est tenter vraiment de questionner, en fait, le pourquoi on ressent quelque chose quand on voit une scène, quand on voit un film, quand on voit un détail, et surtout on a de la place, quoi. Enfin, c'est bête à dire, mais il y a beaucoup de revues où, voilà, en gros, alors, je sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais de revues ou de quotidiens où vous avez 4000 signes. Et il est évident qu'on n'écrit pas du tout la même chose sur un film en 4000 signes, en 8000 ou en 12 000. Et quand on a 12 000 signes, en gros c'est 12 000 signes, c'est 2 ou 3 pages.
il est évident qu'on peut creuser les choses vraiment. Donc on fait un travail d'archéologue quasiment sur le film. Et faire un film, au fond, c'est la même chose. Alors c'est un peu moins théorique que de faire un film. Quand on fait un film, on se rend compte que toutes les considérations un peu théoriques qu'on peut avoir en tant que critique, on les évacue complètement parce qu'on est tellement soumis à des contingences voilà, du réel que du coup on est concentré là-dessus quand on tourne. Mais faire une critique, à certains égards, c'est vraiment faire un film, parce qu'on ouvre une sorte de... Enfin, on ouvre un moteur, la métaphore est peut-être pas très belle, mais en tout cas, voilà, on cherche à comprendre comment tel piston va avec tel autre piston et comment ça marche exactement. Ce que font pas tous les critiques, enfin, je veux dire, la plupart du temps, moi je lis moins de critiques qu'avant, aussi, parce que ça fait très longtemps que j'en lis et que j'ai une certaine forme de lassitude. Et je suis moins surpris, voilà, mais c'est vrai que quand j'étais vraiment un lecteur assidu des cahiers avant d'y écrire, j'étais toujours fasciné par certains critiques qui cherchaient vraiment, qui étaient comme des enquêteurs en fait, vraiment une forme d'enquête. Et ça, je pense, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN des cahiers, je crois. Donc, c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, quelque chose de très proche, parce que quand on fait un film, on cherche aussi à savoir comment on génère une émotion, qu'est-ce qu'on peut mettre comme plan. Enfin, c'est très concret, quoi. Et c'est pas juste des sortes d'élucubrations avec des gens qui se font plaisir et qui écrivent juste pour le plaisir d'écrire sur les films, quoi. Il y a vraiment l'idée qu'on est aussi... on cherche à mettre les mains dans le cambouis à certains égards, même quand on écrit, quoi. Et à refaire le film, et si ça nous plaît pas, c'est justement parce qu'on aimerait que le film ait été différent. Et qu'on imagine que, par exemple, plutôt que tel plan, il aurait fallu faire tel autre plan, quoi. Je crois que Truffaut disait un peu ça, d'ailleurs, avec d'autres mots, quoi. Non, mais moi je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi, Gauthier, et qui pour moi fait partie de l'ADN des cahiers, c'est le mélange des générations. En fait, le rapport, je suis arrivée en tant que stagiaire au cahier, j'étais très jeune, et ensuite j'ai commencé à écrire, j'étais toujours très jeune, et on m'a toujours dit, mais oui, mais qui lit les cahiers, c'est que des vieux. Et en fait, déjà, de voir autant de jeunes, de gens qui ont plus ou moins mon âge, là, ça fait beaucoup de bien, parce que je me rends compte que les gens qui nous lisent, en fait, sont des gens qui ont mon âge. Et pas que, mais en partie quand même. Et ça fait partie de l'ADN, parce que, je sais pas, il y a des critiques, il y a toujours eu, je sais pas, il y a toujours eu Bazin et Moulet qui avaient 19 ans. Et c'est ce mélange-là qui m'a tout de suite plu et qui compte beaucoup, et les rencontres qu'on peut y faire, puisqu'on est plusieurs à être pour cette génération. Voilà. Amélie. N'hésitez pas, vraiment, enfin, là je vous sens tout mou, là, n'hésitez pas, il doit y avoir plein de questions sur le cinéma français, sur tous les combats qu'ils ont menés, enfin ça devrait brûler normalement, moi je peux attaquer si vous voulez, mais il y a les caméras, je peux prendre tous les risques, quoi. Donnez-vous, quoi. Je ne sais pas si ça a été évoqué avant que j'arrive, mais du coup, pour justement sur ce lien avec la nouvelle qualité française qui a un peu pris en main les cahiers avec ce rachat, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais je pense, voilà, on a compris un peu, enfin les lecteurs ont compris un peu entre les lignes qu'il y avait quand même une opération de mettre en avant une sorte de nouvelle qualité française qui a des noms, c'est ceux de la SRF. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Pour rajouter un peu de piment dans tout ça. Oui, mais d'abord un peu d'histoire. Enfin, c'est effectivement l'original des cahiers, c'est ça. Enfin, c'est les cahiers jaunes ont lutté contre la qualité française. Et les cahiers tels qu'on les fait maintenant, on cessé de lutter contre la qualité française, mais ce n'était pas le cas avant nous. C'est ça, on dit toujours, les cahiers ont toujours été insolents, les cahiers ont toujours été impertinents, etc. Et même nous, on peut avoir des fois ces mots-là, parce qu'on est dans notre élan, et on dit les cahiers c'est ça, les cahiers c'est ça. Mais avant qu'on arrive, pendant 10 ans à peu près, les cahiers étaient quand même très proches du milieu du cinéma français. Donc là, ce que certains veulent aujourd'hui, c'est une restauration de ces liens entre le milieu du cinéma français et les cahiers du cinéma. Or, nous, on est dans la tradition des cahiers jaunes. On est comme Bazin Truffaut, et tu l'as dit, enfin, c'est vraiment... je pense qu'on est la première rédaction à être aussi proche en fait, de la manière de penser des cahiers jaunes. Et la génération qui a été avant nous, dans l'équipe qui était là, il y avait beaucoup de critiques qui étaient juste critiques. Juste critiques, c'est très bien, c'est critique, mais je veux dire, qui ne voulaient pas faire de film. Et donc je reviens à la question précédente, mais je pense que c'est très important, et ça explique aussi pourquoi il y a eu un élan dans les cahiers, je pense, et autour des cahiers aussi peut-être pour certaines personnes,
c'est que les jeunes qui ont commencé à écrire étaient toujours plus ou moins des jeunes qui voulaient faire des films. Et moi, j'ai encouragé ça aussi. J'ai encouragé ça parce que ça me parlait plus et je pensais que la revue devait aller dans ce sens, avec comme fin ultime de changer le cinéma français et de changer le cinéma. Parce que c'est l'idée des cahiers jaunes, de changer le cinéma, tout court, pas seulement le cinéma français. Et moi, naïvement, je me dis, bah voilà, on va changer le cinéma. On fait une équipe et on change le cinéma. Donc on a, je sais pas, au début je disais on a 3 ans, on a 5 ans, on a 10 ans, bon alors maintenant on n'a eu que 11 ans pratiquement, je sais pas si on a réussi, je pense pas, mais en tout cas on a semé plein de graines, et peut-être on va le changer, je sais pas, et certains qui sont là ou d'autres dans l'équipe ou ailleurs le feront. Mais pour moi c'est le minimum qu'on peut demander à un critique, c'est d'exiger un autre cinéma, un meilleur cinéma, d'exiger un avenir. Donc on a été toujours dans cette pensée de lutter contre les complaisances, les répétitions, les clichés, les stéréotypes, de les débusquer partout et de dire non, ça suffit pas, ça suffit pas, ça suffit pas. Et en revanche, quand un grand film arrive, quand le Carax arrive, la Pichat Pandora arrive, ou même des jeunes cinéastes aussi, comme Antonin Perez-Jatko avec ses films, tout ça, ben là on est capable d'enthousiasme et d'éloge et de dire, ça on aime. Parce que si on dit seulement ce qu'on n'aime pas, ça va pas, on n'est pas comme ça. Nous, on aime et on aime aimer. Donc on attend des films qui vont nous plaire et on attend plus largement un cinéma qui va nous plaire. Je crois qu'aujourd'hui, un des problèmes qu'on a, c'est que le cinéma contemporain ne nous plaît pas tant que ça. Il y a des cinéastes, mais on ne peut pas dire, c'est pas comme dans les années 60, où on pouvait dire « Ah, le cinéma moderne, mon Dieu, tout ce qu'il y a ». Aujourd'hui, on est plus en train d'aller chercher des cinéastes et de mettre en avant aussi, de mettre dans la lumière certains cinéastes en disant bah voilà, vous ne les avez pas assez vus. Quand on avait classé dans le top 10 final un film de Alante Kavaite, une cinéaste, un film qui s'appelle Summer, elle est lituanienne mais le film est français et complètement passé inaperçu, refusé par tous les festivals. Il est sorti l'été, au milieu de l'été, bon, personne ne l'a vu, mais nous on l'avait mis en avant. Et puis après on a fait l'entretien avec elle, et puis après on l'a classé en fin d'année. C'est des gestes de dire, on essaye de réparer des injustices aussi, et de dire, voilà, il y a des cinéastes qui sont en train de faire un vrai travail, et on les soutient, parce qu'on croit en eux pour demain. On parie sur des gens aussi pour demain, pour qu'on sorte d'un cinéma crispé, étouffé, et pris dans des réflexes de milieu, de qualité. Pareil, c'est-à-dire la qualité, c'est la redondance, c'est toujours répéter la même chose, c'est se regarder dans un miroir. Nous, on aime les gens qui prennent des risques, enfin, c'est tout simple, je pense que c'est tellement évident, et que Derek parle de jeunesse alors qu'on n'est plus si jeune, ni lui ni moi, voilà, je le comprends complètement, c'est pour ça que j'ai voulu montrer Over the Edge, c'est ce film qui est venu en premier quand on a parlé de Gauthier, parce qu'effectivement, ça redisait juste cette rébellion de la jeunesse. Et les cahiers sont nés jeunes en fait, et ils sont restés jeunes. Et les jeunes, les rédacteurs qui commencent au cahier, ils ne peuvent pas commencer à 45 ans, ça n'a aucun sens. Ils commencent toujours entre 20 et 25 ans. Et puis après, ça se reproduit, c'est une espèce de lignée un peu bizarre, ancestrale, voilà, on ne sait pas trop, c'est étrange, c'est un truc presque médiéval, les cahiers. Mais on commence jeune, et puis après, on fait autre chose. Mais reste au cahier où on fait autre chose. Mais cette jeunesse et cette rébellion, elle est au cœur des cahiers. Aussi pour revenir sur ce que vous disiez plus concrètement, ce que raconte aussi le rachat des cahiers par les gens qui les ont rachetés, c'est aussi une situation du cinéma d'auteur français de qualité, bourgeois, bien installé, enfin, on peut lui donner le nom qu'on veut, qui est vraiment face à une énorme trouille maintenant, parce qu'il remplissait mine de rien les salles il y a encore 20 ans, et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et il considérait qu'à une époque, les cahiers ont été un peu le service après-vente de ce cinéma-là, clairement. Et puis, depuis 10 ans, on ne l'est plus, et ça a généré chez eux, je pense, une très très forte hostilité, parce qu'ils estimaient que devoir être de les soutenir, parce que ça n'allait pas très bien pour eux. Parce que là où ils faisaient 300 000 entrées, ils en faisaient plus de 50. Et donc, il y a eu vraiment, je pense qu'il y a une peur chez eux. Alors, ça ne les a pas du tout poussé à changer de cinéma, ça c'est sûr. Par contre, ils auraient bien changé de revue. Et c'est ça, en fait, je pense que ce que ça raconte aussi, c'est le reproche sous-jacent qui était fait au cahier de ne pas servir la soupe, alors qu'on est en danger
Nous, les cinéastes auteurs bien installés, on est inquiets parce qu'on voit bien que les films qu'on fait, et qui sont toujours les mêmes depuis 15-20 ans, ne font plus recette. Donc il y a une peur, donc il y a un moment où voilà, il fallait nous reprendre un peu en main et ça s'est fait aussi, enfin vous citez la SRF, la SRF elle est financée par la Banque Rothschild, la Banque Rothschild c'est Grégoire Chertok, et Grégoire Chertok c'est celui qui a piloté le rachat des cahiers. Donc bon, après on peut en tirer les conséquences qu'on veut, hein, mais ce qu'on n'arrête pas, on n'arrête pas d'entendre parfois, ne faites pas penser l'intention à ces gens, bah si, précisément ça, c'est des intentions qui sont pas placées. Leur intention est précisément de mettre les cahiers au service du cinéma, d'égalité française, d'auteurs, et pas d'emmerder le monde avec des petits films excentriques du style Summer d'Arante Cavité qui va faire 5000 entrées en salle. Et pourquoi mobiliser 10 pages là-dessus alors qu'on pourrait mobiliser 10 pages pour Gaël Assayas ou Daniel Zotowski. Voilà. Et donc du coup voilà, je pense qu'il y a une... Et ce qui est marrant, c'est que il y a une réaction de ce milieu du cinéma qu'on ne fréquente pas, et on nous a aussi bien fait comprendre, qui explique le rachat, puisque ces cinéastes souvent de gauche, qui sont très très sensibles au sort des migrants à Calais, ça n'empêche pas le soir d'aller aux soirées des banquiers et des actionnaires qui nous rachètent aujourd'hui. Donc voilà, c'est cette tartufferie-là à laquelle on assiste et qui est suffisamment dégoûtante pour avoir envie de partir très vite. En plus, ce qui est marrant, c'est que Zlotowski, vous l'aviez défendu aussi, je me souviens. Parce que, encore une fois, ouais, c'est ça, par cinéaste, l'idée de la politique des auteurs, on aime tous les films avec Baba, c'est génial. Non, enfin, on fonctionne par cinéaste. Et les premiers films de Zlotowski, on l'avait aimé, le film, et on l'avait défendu. Et à l'époque, c'était en 2010, on disait, ah bah voilà, c'est un cinéaste qui arrive avec un truc fort et tout. Et de la même manière, après, on n'a pas aimé forcément, on a plus ou moins aimé ces films suivants, voire pas aimé du tout le dernier, qui est c'est affreux, il faut le dire. Mais en même temps, si Zlotowski s'il faisait un super film demain, on serait ravis de lui donner 10 pages. C'est pas la question, on s'en fout des personnes. Et Zlotowski ou une autre, peu importe en l'occurrence. Mais c'est pas l'enjeu, c'est pas ni de servir la soupe, ni de servir les copains, pas d'ailleurs. Et puis, et de la même manière que je sais pas, moi, des cinéastes qu'on a vachement soutenus, comme Dumont, qui nous a accompagnés vraiment très très fortement pendant 10 ans, s'il fait un nanar la semaine prochaine, on aurait été les premiers à le dire. Et il n'y a aucun problème à ça, et c'est ça aussi le jeu de la critique. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où les cahiers, quand même, vraiment étaient dans un truc de vitrine, de service après-vente, d'accompagnement promotionnel des films du cinéma d'auteur français, parce qu'il fallait les aider, c'est pour malheureux. Et maintenant qu'on ne fait plus, qu'on ne joue plus ce jeu-là, bon, il y a un moment où on dit ça suffit. Quoi. Parce que c'est aussi des cinéastes qui ont été biberonnés au cahier, mine de rien. C'est des cinéastes qui ont une cinéphilie assez proche de la nôtre, qui ont une culture cinéphilie finalement qui est assez commune avec nous. Donc il y a une fâcherie quand même. Oui, voilà, on vient d'avoir. Ouais, exactement. Ils sont très fâchés que ma revue, celle qui m'a aussi éduqué, finalement, elle ne me soutient pas quand je fais des films. Je pense qu'en fait, il y a quand même un peu, je pense qu'ils nous mettent un peu dans le même panier, et du coup, il y a une sorte, effectivement, d'incompréhension foncière, de se dire, on devrait vraiment naturellement être défendu par les cahiers du cinéma, et voilà, et du coup, je pense qu'il y a quand même, il y a aussi tout un enjeu politique aussi, quand même, on a quelque chose j'ai l'impression qu'on a essayé tout au long de ces 10 ans, de vraiment préserver l'indépendance, mais aussi préserver justement, du coup, cette méfiance envers tout ce qui est le jeu des institutions, des financements, des commissions. Et pour le coup, c'est pas du tout le cas des cinéastes de la SRF qui ont à la fois, ils ont sans doute raison de défendre le cinéma qu'ils veulent faire, mais on peut remarquer qu'ils sont placés un petit peu partout. Et du coup, il y a une sorte de réseau d'influence qui se crée et qui fait que naturellement, par des réseaux plus ou moins informels, d'amis, d'amitié, de réseautage en commission, tout ça, ils sont un petit peu partout. Et du coup, je pense que les cahiers, c'était aussi vraiment la case manquante un peu critique, intellectuelle, et que finalement, je pense que ça leur semble que justice, que ça revienne un petit peu dans leur sphère d'influence. Moi, c'était juste quelque chose, mais concernant le cinéma français, sans vouloir entrer vraiment dans la psychologie ou quoi que ce soit, en même temps, est-ce que vous ne voyez pas une forme de revanche de ces producteurs, justement, c'est-à-dire que c'est pas seulement les racheter parce que vous n'avez pas dans la main, mais en même temps, c'est justement pour se venger de presque de 10 ans d'attaques contre leur film ou de non-promotion de leur film.
Et je voulais savoir si vous voyez vraiment de grands enjeux de leur part. Après, il y a des films de aussi. Il y a un des producteurs, c'est lui qui a fait J'ai pas vu mon corps. Moi, je l'ai vu personnellement, qui apparemment était bien, pas défendu. Donc voilà, c'est pas que ça. Mais oui, sans doute, on était quand même. Il y a aussi évidemment un jeu éco. Les Misérables, évidemment, voilà, typiquement, les gens qui ont des actionnaires, c'est des producteurs des Misérables. On ne peut pas dire qu'on les maltraite des films, voilà. Donc, voilà. Mais après, c'est vrai qu'il faut aussi penser que c'est aussi un enjeu dans. Alors évidemment, dans la presse, c'est Frontalis, un des mecs qui a racheté des cahiers, qui dit oh, faut pas s'imaginer que les cahiers ont une influence quand ils font une bonne ou une mauvaise critique sur les entrées. Alors c'est vrai, hein, je me souviens, quand tu avais écrit sur le film de Limouti et Sundara, il a fait 400 entrées, on a fait 4 pages. Bon, mais c'est de la vie, c'est comme ça, mais le fait est que oui, il n'y a pas de corrélation, mais néanmoins, il y a quand même aussi une pression. Parce qu'on est une revue aussi commerciale qui a un coût, qui est livrée en kiosque, qui n'est pas un fanzine, même s'il a été fait dans l'économie un peu précaire, mais c'est pas un fanzine qui circule sous le manteau. Et donc du coup, il y a des pubs par exemple, et donc du coup, bah voilà, les pubs. Alors, préciser que quand on fait les partenariats avec les films, c'est nous qui choisissons les films avec les partenaires, pas l'inverse, et pas quelqu'un qui est hors sol, hein, qui choisit pour nous les films avec lesquels on est partenaire. C'est des films qu'on a vus, qu'on a aimés, avec lesquels on a envie de s'associer. Mais il y a aussi de la part des distributeurs, par exemple, une manière de dire ah bah dis donc, vous n'avez pas soutenu mon film, hors de question que je sois partenaire avec vous, bah, la pub à 1000 balles, et bah, vous pouvez toujours courir après. Bah, mais c'est une pression quand même. Et c'est vrai que c'est facile, et il suffit de voir, on feuilletait aujourd'hui quelques revues de Stéphane de cinéma, c'est pas étonnant de voir aussi que toute critique négative a disparu des voilà. Alors que nous, c'est évident que c'est deux jambes, on dit du bien, on dit du mal, on dit de tout des films. Tout ce qu'on peut, toutes les réactions possibles ont droit de citer dans une revue devant un film. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de textes, de critiques qui sont gentils, etc. Mais ça se monnaie, hein, faut pas rêver. La bienveillance ensuite du distributeur qui va acheter une page de pub dans le numéro, elle est aussi à mesurer à cet homme-là. Et il y a des distributeurs qui nous punissent, nous boycottent en disant, même si on adore le nouveau film de Intel, et qu'on adorait être partenaire, et qu'on compte faire 15 pages dessus, bah évidemment, désolé, la prochaine fois vous serez gentil avec les autres films qu'on a distribués, et bah non, vous n'aurez pas la pub. Bon, après, on fait quand même des 10 pages, voilà. Alors que ça se fait ailleurs de dire, ah bah si vous voulez une pub, on vous fait 10 pages, si vous n'achetez pas de pub, vous n'aurez pas une pub. Mais en tout cas, c'est assez révélateur le fait que la critique négative, le fait de dire de ne pas servir la soupe à un film, elle est en train de disparaître. Et ça montre très très bien sur l'état de la critique en France. C'est que ça devient un enjeu et aussi un danger de se permettre de dire non, ce film est une merde, et on va essayer de vous expliquer pourquoi. Pour le temps, du moins. Oui, non, j'ai l'impression qu'on y vient, mais Stéphane disait le journalisme culturel, est-ce que on peut définir ce que c'est tout simplement? C'est dans le prochain numéro. C'est la disparition de la critique. C'est-à-dire que on surfe sur l'air du temps, voilà, on sent un peu les modes. Et puis on raconte des choses, on fait de la story à partir de ça. On raconte des trajets, des carrières, tous les entretiens, parce que par exemple, vous voyez Sophie, quand tu disais qu'on feuilletait tout à l'heure, mais Sophie, on était halluciné parce qu'il n'y avait que des entretiens. En fait, c'est impressionnant. Bon, ok, mais c'est plus une revue critique du tout. Là, c'est une revue d'entretien. C'est aussi pour la teneur des entretiens. En fait. Et oui, aussi. Oui, parce que les entretiens, on fait des bons. Ah oui, mais voilà, non, t'as raison, Laurent. Et voilà, donc le journalisme culturel, c'est ça, c'est aller tendre le micro pour recueillir la parole. De toute façon, on a été étonnés aussi de voir quand là on a annoncé qu'on partait. Beaucoup de journalistes médias, parce que les journalistes cinéma, les critiques de cinéma n'ont apporté aucun soutien, mais les journalistes médias qui sont venus vers nous pour nous interviewer dans différents médias, nous ont tous dit off, c'est incroyable ce que vous faites, c'est courageux et tout, alors que pour nous c'est naturel, hein, il n'y a aucun exploit à ce qu'on fait, hein, c'est juste qu'on part, point. C'est comme si c'était héroïque, ça leur semblait incroyable, et en même temps, dans leur papier après, il y a juste l'entretien. Il y a juste la parole, ma parole, ou celle de Jean-Philippe, ou celle, il n'y a pas eu un moment d'entretien, mais bon, en gros, c'est ça, quoi, c'était nous deux principalement, et aucune prise de position du journaliste. À aucun moment il dit
qu'il est en accord, qu'il trouve ça bien, Salvatore, tout ce qu'il nous a dit off, il ne prend pas position. Donc on voit bien que pour tout ce journalisme culturel, le texte critique a disparu, ce qui compte c'est l'entretien, la parole de l'autre, ou alors la story, on va raconter telle réalisatrice qui envoie le numéro des Inrocks sur les femmes, qui est hallucinant, qui le pompe complètement, enfin c'est ça, c'est vraiment le journalisme culturel, c'est pompé aussi. La critique, on est aux avant-postes, on est éclaireurs, et on va chercher, et puis on met en avant ce qu'on a trouvé. Le journalisme culturel, il appuie toujours en deuxième. Et derrière, et puis refait, mais sans citer. Hein. Ça, alors là, non, parce que ce serait quand même trop montrer sa vraie face, quoi. Voilà, donc là, il y a différents aspects déjà du journalisme culturel. Je pense et qui va avec le cultural studies, qui va avec la médiation culturelle, qui va avec l'animation culturelle. Alors, il faudrait, je pense, qu'il y a un truc à creuser là-dessus, sur la disparition de l'artistique. La critique va avec l'art. Et le journalisme va avec la culture, voilà, ce serait cette séparation-là que je ferais. Et nous, on est clairement du côté de l'art et de la critique. On est dans la tradition de Baudelaire, dans la tradition de Benjamin, tout ça, on est dans la tradition critique. On est des critiques. Pas seulement des critiques de cinéma, mais des critiques. Ça, je crois que c'est important. Et il n'y a plus beaucoup d'espace critique. En littérature, il n'y en a plus, ça c'est évident. En art, il n'y en a absolument plus. Voilà, c'est ça aussi que on disait ces derniers bastions à prendre pour les producteurs et tout, mais si on regarde plus largement avec plus de hauteur, en France, où y a-t-il un espace critique visible? Parce qu'on est dans les kiosques, on a quand même plus de lecteurs, on a un nom, et du cinéma, donc c'est visible. Il peut y avoir des poches critiques, hein, c'est certain, mais un espace visible comme ça, je ne sais pas trop s'il y a d'autres exemples. Donc en art. Voilà. Pour synthétiser un peu ce que tu viens de dire, Stéphane, il y a une métaphore que j'aime bien, que je dois à Danet, qui est la différence entre les passeurs critiques et les passoires journalistes culturels. Et je pense que c'est... Il en parle ici, il parle du journalisme culturel. C'est dans la reconnaissance de vol de sac à main. Et un des repreneurs, quand ils sont venus se présenter, ils nous ont dit qu'on était insultants et qu'il fallait qu'on soit plus passeurs, parce qu'ils aiment bien se revendiquer de Danet, c'est à la mode. Et puis voilà, il aurait été bon de leur rappeler cette métaphore.